Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. La diapo, elle est partagée? Oui madame. Ok, très bien. On commence alors. S'il vous plaît, aujourd'hui, je ferai le cours parce que je suis dans une journée scientifique. Donc là, c'est juste, j'ai trouvé une salle pour vous faire le cours. Parce que tellement vous êtes en retard, c'est-à-dire je ne peux pas rater quand même cette séance. Donc, je ferai le cours. Vous mentionnez vos questions c'est-à-dire quand vous voyez que quelque chose, vous ne l'avez pas quand même saisi, donc vous la mentionnez sur votre papier. Et là, dimanche, Inch'Allah, quand on fera le cours à l'aise, je vais répondre à toutes vos questions. OK? Madame, s'il vous plaît. Non? Madame, on va commencer le cours. Il nous reste une seule séance, n'est-ce pas? Non, la semaine prochaine, il reste 2 séances dimanche et jeudi. Dimanche, il est férié. Pourquoi c'est férié dimanche? Qu'est-ce qu'il y a? Le 20 avril. Et vous êtes chez vous, on fera le cours. Moi, chez moi, vous êtes chez vous, visioconférence. Où est le problème? Madame, on continue que ce cours, n'est-ce pas? On va pas faire l'axe hypothalamo-hypophysaire. On verra, Inch'Allah. On va voir. Madame, on n'a pas fini tous les mots. Écoutez. Les cours, on les fera. Après, pour l'examen, c'est toute une autre histoire. OK? D'accord, madame, merci. Normalement, c'est vous qui devez parler de cette manière. Il faut demander les cours. Et peut-être pour l'examen, vous me demandez de limiter les cours. Vous êtes des futurs médecins. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et laisser un autre cours à côté. Donc, je n'admets pas ce genre de remarques. En retard. Oui. En retard, mais on peut quand même faire la totalité de programme. Pourquoi ne l'a pas faire? Après l'examen, c'est une autre paire de manches. L'examen, c'est autre chose. Moi, en tant qu'enseignante, je vois pas l'examen, je vois le cours, je vois le bagage que je donne à mes étudiants. Après l'examen, c'est autre chose. OK, il faut pas me faire la pression sur les cours parce que moi, je connais toutes ces informations, je les maîtrise, je m'en fous, je fais un cours, un demi-cours, la moitié du programme. C'est pas moi la perdante, quoi. OK, c'est vous. Donc, c'est à vous d'exiger normalement de finir le programme. Après l'examen, c'est autre chose. L'examen, si vous êtes chargé, je sais pas quoi, et en plus, c'est la première fois qu'on me demande ça, et c'est autre chose. C'est une autre histoire. D'accord? Les minéralocorticoïdes. Donc, on a fini la séance passée avec les glucocorticoïdes. Donc, on passe aujourd'hui à la classe des minéralocorticoïdes, dont le chef de file, c'est l'aldostérone. Exact. C'est l'aldostérone qui est synthétisée au niveau de la zone glomérulée. La zone glomérulée, on a dit, c'est la couche la plus externe. Exact. C'est la plus exact. Et dans la structure de l'aldostérone, on a dit que donc aldostérone, c'est-à-dire le mot aldostérone, c'est par rapport, c'est-à-dire à l'inclusion de la fonction aldéhyde dans la structure de la molécule. Mais la structure aldéhyde, tellement elle est instable, des fois elle est en équilibre avec la fonction alcool. Attendez, je vais mettre ici le laser. Donc, la fonction aldéhyde, donc la plupart du temps, elle est en forme alcool parce que c'est la forme la plus stable. Mais la nomenclature aldostérone, c'est par rapport à la création de la fonction aldéhyde. Donc, comme on a dit, elle est synthétisée dans la zone glomérulée de la cortico-surrénale à partir, évidemment, comme tous les stéroïdes, à partir du cholestérol. Deux enzymes interviennent en fin de cette synthèse. Donc là, il y a une erreur, c'est la voie piquette uniquement. Voilà. Donc, deux enzymes interviennent en fin de cette synthèse, c'est la 18-hydroxylase et la 18-déshydrogénase qui s'appellent, donc à vrai dire, c'est la même enzyme qui a deux fonctions, c'est l'aldostérone
synthétase. Et on a vu dans le schéma de synthèse que la synthèse de l'aldostérone, elle ne fait pas appel à la 17-hydroxylase. La voici, la 17-hydroxylase. C'est-à-dire pour arriver à l'aldostérone qui est là, donc il y a le cholestérol qui passe à la prégnénolone, la prégnénolone qui passe à la progestérone, la T4. Après la progestérone, vous avez deux hydroxylations, la 21 et la 11 bêta-hydroxylase. Après, directement, via l'aldostérone synthèse, on aura de l'aldostérone. Donc, on n'a pas besoin de cette 17-hydroxylase. D'ailleurs, la zone glomérulaire, elle est déficitaire en cette enzyme au niveau de la glomérulée. Donc, on ne trouve pas la 17-hydroxylase. L'aldostérone, elle présente une différence par rapport aux autres hormones stéroïdes. C'est que, donc, elle est faiblement liée aux protéines. C'est-à-dire, elle est quand même plus hydrophile que les autres stéroïdes. Donc, c'est pour ça, elle n'a pas un transporteur spécifique. La petite quantité qui est transportée, qui est liée aux protéines, elle est liée soit à l'albumine, comme toutes les autres hormones, ou bien au CBG. CBG, c'est quoi? C'est le transporteur de cortisol. Voilà. C'est le CBG qui peut un peu transporter l'aldostérone. Mais à vrai dire, l'aldostérone, c'est une hormone libre. Donc, plus de 90% de l'aldostérone, il se retrouve sous forme libre. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire par rapport à la demi-vie? Donc, la demi-vie de l'aldostérone, elle est courte. Exactement. Courte. Donc, et le catabolisme, donc aussi, c'est le même principe des autres hormones. C'est toujours, il va continuer à être réduite et conjuguée à l'acide glucuronique et à l'acide sulfonique. Donc, pour avoir encore une meilleure élimination, mais une meilleure solubilité avec une élimination au niveau des urines. Donc, pour l'exploration, donc au niveau des urines, donc là, pour l'exploration au niveau des urines, on peut doser de l'aldostérone libre, on peut doser les catabolites. Parmi les catabolites de l'aldostérone, vous avez le THA, le tétrahydroaldostérone, qui présente à peu près 30% des métabolites urinaires. Vous avez l'hexaaldostérone, hydroaldostérone, et vous avez les 18 glucuronides d'aldostérone qui représentent à peu près 10%, et qu'on appelle aussi des aldo-PHA. Il faut savoir que ces catabolites, ils étaient quand même demandés pour dosage avant, c'est-à-dire le développement et l'amélioration des techniques de dosage de l'aldostérone. Actuellement, on arrive même à doser l'aldostérone sanguine, ok? L'aldostérone au niveau du sang. Madame, ces catabolismes sont issus de la dégradation de l'aldostérone, c'est ça? Exact. Mais il reste quand même une petite qui n'est pas dégradée. Donc, il y a une quantité qui passe au niveau des urines sans être dégradée. Et il y a une quantité qui passe après avoir subi des dégradations, des modifications au niveau du foie. OK? Donc, au niveau du rein, donc les fonctions de l'aldostérone, donc vous connaissez que l'aldostérone, le rôle principal de l'aldostérone, c'est quoi? La réabsorption du sodium. Il fait cette fonction au niveau de quoi? Au niveau du rein. Exactement, au niveau du tube contourné distal. C'est-à-dire, légèrement au niveau, il a des récepteurs au niveau du tube proximal, mais donc la fonction la plus importante, elle est au niveau du tube contourné distal, où il favorise la réabsorption de sodium et l'élimination des protons et de potassium. K+. C'est pour ça, en cas d'augmentation de concentration d'aldostérone, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir hypocalémie, une alcalose, et par rapport au potassium, on peut avoir hypocalémie. Exact. Donc, mais l'aldostérone, il a aussi des actions, des fonctions en extra-rénale. Il permet de maintenir l'homéostasie du sodium et du potassium par action sur les cellules intestinales, salivaires et cédurales, avec réabsorption intestinale du sodium avec l'eau. Donc, il a aussi un effet énotropositif au niveau du cœur et augmente le tonus artériel. C'est-à-dire, le résultat général, c'est que l'aldostérone, il fait tout pour augmenter la pression artérielle.
OK? D'ailleurs, c'est pour ça quand il y a des concentrations importantes d'aldostérone, le patient, il peut souffrir d'HTA, d'hypertension artérielle. Quels sont maintenant côté régulation? Quels sont les facteurs qui interviennent dans la régulation de la concentration de l'aldostérone? Vous avez le système le plus important qui est, c'est-à-dire utilisé dans la régulation de la concentration de l'aldostérone, c'est le système de rénine-angiotensine-aldostérone. Je pense que vous avez vu ce système en physiologie, non? Oui, on l'a vu. Oui, oui. La précédente, oui. Et vous avez en deuxième lieu la kaliémie et vous avez très faiblement la CTH. OK? La CTH, c'est-à-dire, je pense que vous avez déduit comment la CTH peut induire, c'est-à-dire réguler la sécrétion de l'aldostérone. C'est parce que la CTH au niveau cortico-surrénalien, elle induit quoi? Elle est responsable de quoi, la CTH au niveau cortico-surrénalien? La libération de cortisol. De quoi? Il stimule la libération des glucocorticoïdes au niveau de cortico-surrénalien. Mais comment il le fait? Il stimule la réaction initiale. Voilà, la réaction initiale, évidemment, la synthèse même des autres enzymes. Il stimule aussi la croissance de tissus surrénaliens. Donc, c'est pour ça que dans le sens stimulation, c'est-à-dire la CTH, il stimule aussi la sécrétion d'aldostérone. D'ailleurs, on a vu dans la maladie de Cushing, par exemple, les taux d'aldostérone ils sont élevés. OK? Mais le rétrocontrôle qui n'est pas possible. Ça veut dire que l'aldostérone ne peut pas effectuer un rétrocontrôle négatif contre la CTH et la CRH. La kaliémie, donc on va voir, donc on va commencer déjà un petit rappel, même si vous l'avez fait, le système rénine-angiotensine. Donc la rénine, donc, qui est l'enzyme protéolytique libérée par l'appareil juxtaglomérulaire. L'angiotensinogène, c'est le précurseur hépatique, c'est une protéine synthétisée au niveau du foie. Donc cette rénine-là, elle agit sur l'angiotensinogène pour la transformer en angiotensine 1. Après l'angiotensine 1, donc, elle est transformée en angiotensine 2 via l'enzyme de conversion qui est pulmonaire. Et à la fin, l'angiotensine 2, elle stimule la glomérulée de la cortico-surrénale pour synthétiser l'aldostérone. Donc, à vrai dire, si on va faire la somme des facteurs, des organes qui interviennent dans la régulation de la concentration d'aldostérone via ce système rénine-angiotensine, on va compter le foie qui synthétise l'angiotensinogène, les poumons qui synthétisent l'enzyme de conversion, le rein qui synthétise la rénine, et qu'est-ce qu'on n'a pas oublié? Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? La surrénale. C'est la surrénale qui elle-même synthétise l'aldostérone. Donc, il faut savoir aussi avant d'arriver déjà à l'aldostérone, vous avez l'angiotensine 2. Donc, elle a des effets. L'angiotensine 2, donc, elle a des effets directs sur le système nerveux central et sur la vasoconstriction des muscles lisses. Donc, c'est toujours dans l'objectif d'augmenter le tonus vasculaire. Donc, c'est pour ça, c'est des molécules qui augmentent la pression artérielle. D'ailleurs, il existe toute une classe pharmaceutique qui, c'est-à-dire contrefait l'action de l'angiotensine 2. C'est la classe on les appelle les ARA2. OK? Les ARA2, c'est une molécule, c'est-à-dire des hypotenseurs, antihypertenseurs, donc qui diminuent évidemment l'action de l'angiotensine 2 via le blocage des récepteurs de l'angiotensine 2, les ARA2, les antirécepteurs de l'angiotensine 2. OK? Il y a évidemment d'autres, le système rénine-angiotensine-aldostérone est activé en réponse à 3 stimuli. Donc, vous avez la baisse de pression dans l'artériole afférente, donc la diminution de la concentration urinaire de sodium et la stimulation du système bêta-adrénergique. Donc, soit que la tension elle est faible au niveau des artères afférentes au niveau du rein, soit parce que
la concentration de sodium elle est faible, soit parce qu'il y a des stimulations de système bêta-adrénergique. La kaliémie. Donc, pour la kaliémie, donc l'aldostérone, il varie dans le même sens que la kaliémie. Pourquoi? Parce que dans le cas des hyperkaliémies, l'hyperkaliémie induit la sécrétion de la concentration d'aldostérone. À votre avis, c'est dans quel objectif? Pour diminuer le taux de potassium. Exact. C'est parce que tellement l'aldostérone, il diminue, il augmente l'excrétion de potassium, donc il diminue la concentration de la kaliémie, donc les taux de la kaliémie. Donc, c'est un moyen de régulation. Donc, en cas d'hyperkaliémie, l'hyperkaliémie, elle induit la sécrétion d'aldostérone pour équilibrer cette kaliémie, mais dans le sens... l'autre sens, c'est-à-dire, c'est pas juste. Ça veut dire l'hypokaliémie, elle ne freine pas, par exemple, la sécrétion d'aldostérone. La CTH, là, je l'ai expliqué, c'est par rapport à la stimulation des enzymes de la biosynthèse de l'aldostérone et aussi par l'effet trophique de la CTH sur la cortico-surrénale. Donc, on peut noter que la libération de l'aldostérone est stimulée par les hyponatrémies, l'hyperkaliémie et l'hypovolémie. Le cortisol et les oestrogènes stimulent la synthèse de l'angiotensinogène. Donc, c'est des facteurs indirects de l'augmentation de l'aldostérone. Donc, le cortisol, il peut agir sur les récepteurs. Il faut savoir que ça, c'est l'information que j'ai oublié que je vous ai dit, vous me rappelez la prochaine fois pour l'expliquer. Donc, le schéma, il est là. Donc, le cortisol, on a dit qu'il peut agir sur les récepteurs de l'aldostérone. Mais l'action, elle est inhibée par la transformation du cortisol dans les cellules cibles. Mais l'aldostérone, même si le cortisol, il arrive à agir sur ces récepteurs, son action, elle est 1000 fois moins par rapport à l'aldostérone. Mais comment on inhibe l'action du cortisol sur les récepteurs de l'aldostérone? C'est que, par exemple, vous avez le cortisol, il arrive au niveau des cellules de type contourné distal. Donc, en concentration normale ou faible, dès qu'il rentre au niveau de ces cellules-là, donc le cortisol, il est, c'est-à-dire converti en cortisone via la 11-bêta HSD. Et la cortisone, elle est inactive, donc elle ne peut pas avoir un effet minéralocorticoïde. Mais qu'est-ce qui se passe en cas de taux de cortisol très élevé, à votre avis? Il ne pourra pas être transformé en cortisone. L'enzyme sera inactive. Non. Qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qu'on a sur les récepteurs de l'aldostérone. Non, qu'est-ce qu'on vous a appris pour les enzymes en général? Elle sera saturée. Saturée. Exact. En cas de taux de cortisol très très élevé, cette enzyme elle est saturée, donc il va rester toujours de cortisol, des quantités de cortisol qui sont actives. Et ce cortisol qui est actif, c'est celui-là qui va avoir un effet minéralocorticoïde. C'est pour ça qu'on dit que dans le syndrome de Cushing, par exemple, dans la maladie de Cushing, donc on a des effets minéralocorticoïdes. Donc vous pouvez retrouver une alcalose métabolique, vous pouvez retrouver une hypokaliémie. Donc tous les signes qui sont en relation avec un hyperaldostéronisme. Madame, cette réaction, ça se passe où? Au niveau des cellules cibles, les cellules qui contiennent les récepteurs de l'aldostérone. D'accord. Madame, Non? ça se passe seulement s'il y a une augmentation du cortisol supraphysiologique. Non, cette réaction elle se passe tout le temps. OK? Mais quand ça dépasse les concentrations physiologiques, donc l'enzyme elle est saturée, donc il reste une quantité qui peut avoir un effet minéralocorticoïde. OK? Les inhibiteurs maintenant, donc on a parlé des stimulateurs. Qu'est-ce qui inhibe maintenant la sécrétion de l'aldostérone? Vous avez le facteur ANP, atrial natriurétique peptide. Donc c'est une hormone d'origine cardiaque qui est libérée par l'oreillette gauche. Qu'est-ce que, par rapport à son nom déjà, vous pouvez déduire son action. Atrial natriurétique peptide, ça veut dire ce peptide-là, il fait quoi? Il régule le taux de... Il augmente l'élimination de sodium au niveau rénal. OK? Il augmente natriurétique, ça veut dire qu'il augmente l'élimination de sodium au niveau rénal, donc dans le but de diminuer la pression artérielle.
ok? Parce que quand on perd de sodium, on perd de l'eau, donc le volume de sanguin il diminue. Donc, c'est-à-dire, si on était dans le normal, on passe vers l'épaule. Si on était dans l'épaule, on passe vers la normale. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut, c'est-à-dire, avoir un effet inhibiteur sur la sécrétion de l'aldostérone. Donc, l'ANP, il inhibe la libération d'aldostérone et de rénine. C'est pour ça, c'est-à-dire, puisque les taux d'aldostérone ils sont diminués, donc il y aura fuite de sodium au niveau des reins. Vous avez aussi la progestérone et la 17-alpha-progestérone qui sont des inhibiteurs compétitifs. Compétitif, ça veut dire quoi? Et il y a une similitude entre l'aldostérone et ces molécules-là, la progestérone, la 17-alpha-progestérone. Donc, quand elles arrivent sur le récepteur, donc il y a une concurrence qui va se lier sur le récepteur. OK? Donc, quand il y a beaucoup de progestérone et beaucoup d'alpha hydroxyprogestérone, donc il peut quand même diminuer l'effet d'aldostérone parce qu'elles peuvent se lier sur ces récepteurs-là, alors que la progestérone, quand elle va se lier sur le récepteur, elle ne peut rien faire. Elle va juste gêner l'aldostérone de se lier à ce récepteur. Les variations de concentration d'aldostérone, les variations nectémérales sont très faibles, mais les variations les plus prononcées, ce sont les variations qui sont influencées par la posture. Ça veut dire que les taux d'aldostérone en position debout et en position là c'est, attendez, donc là les âges sont différents, les tranches d'âge sont différentes. Donc, comme vous voyez ici, les concentrations d'aldostérone en position couchée et debout, donc elles sont très différentes. Elles sont augmentées en cas de position debout. Debout. Pourquoi, à votre avis? Diminution de la pression artérielle. Voilà, c'est par rapport à la pression, parce que quand on est en position debout, au niveau des reins, vous imaginez, on est en position debout, les reins à peu près sont au niveau c'est-à-dire au niveau du dos, donc le volume sanguin a la tendance à s'accumuler au niveau des membres inférieurs, donc les reins ils vont sentir quand même une petite hypotension au niveau des reins, ce qui va induire la synthèse de l'aldostérone pour augmenter sa volume. C'est pas le cas où on est assis ou bien en position allongée, où c'est-à-dire on a presque le même volume sanguin dans les différentes parties du corps. Donc c'est pour ça les taux ils sont différents. Attends, je reviens. L'exploration maintenant, les dosages. Donc pour l'axe d'aldostérone, comme toutes les hormones, on peut avoir des dosages statiques et des dosages dynamiques. Les dosages statiques, donc il y a des dosages non hormonaux comme l'ionogramme sanguin, les gaz du sang qui nous orientent vraiment, qui restent très utiles même actuellement. Parce que le dosage d'aldostérone, c'est un paramètre qui n'est pas disponible dans tous les laboratoires. La demi-vie, elle est très courte, donc les concentrations au niveau sanguin, elles sont très faibles, ce qui fait que les techniques de dosage sont quand même, elles demandent un matériel un peu plus raffiné. Donc, c'est pour ça la disponibilité n'est pas possible dans tous les laboratoires de biologie médicale. Donc, les médecins, donc surtout que c'est un paramètre des fois, il est demandé même dans côté d'urgence. Donc, c'est-à-dire, on utilise ces explorations non statiques, non hormonales, la perturbation de l'ionogramme sanguin urinaire et le gaz du sang pour s'orienter vers, c'est-à-dire une possible origine liée à l'aldostérone. Sinon, côté hormonal, on peut doser toutes les molécules, les acteurs de l'axe angiotensine de la synthèse de l'aldostérone, que ce soit l'angiotensinogène, que ce soit l'aldostérone, que ce soit l'activité de la rénine, que ce soit les catabolites de l'aldostérone. Et dans la rénine, vous allez retrouver qu'on peut doser la rénine active et la rénine totale, parce que la rénine, c'est une enzyme, c'est ça. Quand on dose la rénine active, ça veut dire qu'on dose l'activité enzymatique, et quand on dose la rénine totale, ça veut dire qu'on dose la rénine elle-même, la protéine. C'est quoi qu'est-ce qu'il fait si les gaz du sang? Comment on va l'utiliser? Alcalose, non. Alcalose, non, c'est-à-dire, on demande, si on a par exemple des hypertensions, bien des hypotensions avec perturbation de l'ionogramme, donc on suspecte comme quoi il y a l'aldostérone qui est incriminée,
donc, et que j'ai pas les moyens pour doser l'aldostérone, je peux rajouter encore des paramètres non hormonaux qui peuvent appuyer encore plus le diagnostic avant d'aller vers la demande de dosage d'aldostérone. Et la gazométrie, ça va nous dire est-ce qu'il y a une alcalose ou bien acidose. Donc, si c'est des hypoaldostéronismes, donc c'est quand même un critère biologique qui appuie la demande de dosage de l'aldostérone. OK? Madame, si c'est une alcalose, c'est une hyperaldostéronisme. Oui, alcalose hyper, acidose hypo. Les tests dynamiques, sinon, en cas de doute, en cas où on ne peut pas se prononcer avec les dosages statiques, donc on peut faire des tests d'orthostatisme. Donc, c'est quoi le test d'orthostatisme? C'est que on va mesurer la rénine et l'aldostérone le matin après 2 heures de décubitus et puis après 1 heure d'orthostatisme. C'est-à-dire la personne, elle va s'allonger 2 heures, puis elle va c'est-à-dire rester debout pendant 1 heure et on va comparer les concentrations entre c'est-à-dire les deux situations. Normalement, dans un cas normal, donc il y a quand même un rapport physiologique entre les deux situations. Mais s'il y a par exemple une sécrétion pathologique de l'aldostérone, sécrétion pathologique qui est liée à une tumeur ou bien un adénome, donc il ne va pas y avoir une grande différence, des fois même pas une différence entre les deux situations, c'est-à-dire elles ne vont pas répondre c'est-à-dire au rythme régulateur qui est l'orthostatisme. Aussi, donc le deuxième test qu'on peut faire, c'est la perfusion salée, c'est-à-dire c'est là d'administrer c'est-à-dire une perfusion salée 2 litres de sérum physiologique en 4 heures et doser l'aldostérone après. Donc normalement, qu'est-ce qu'on est censé avoir après la perfusion salée? L'hyperaldo. On donne du sodium. L'épo, normalement, on doit freiner. Le fait que je donne du sodium, voilà, normalement, je dois freiner la sécrétion d'aldostérone. Mais si il y a une tumeur qui synthétise de l'aldostérone, donc le patient ne va pas répondre à ce test. Même s'il répond, donc il ne va pas répondre suffisamment. Et vous avez le test captopril. Captopril à 1 mg par kilo. Donc, le captopril, c'est un médicament anti-hypertenseur dont le mécanisme, c'est l'inhibition de l'enzyme de conversion. OK? Donc, le fait d'administrer aussi ce comprimé au patient, normalement, il est censé diminuer la synthèse de l'aldostérone en bloquant l'enzyme de conversion, en inhibant l'enzyme de conversion. OK? Les pathologies de l'aldostérone. Donc, vous avez... Donc, pour les pathologies de l'aldostérone, vous avez les hyperaldostéronismes et les hypoaldostéronismes. Mais la différence de la classification des pathologies liées à l'aldostérone par rapport à l'axe, par exemple, du cortisol, c'est qu'on les classe uniquement en primaire et secondaire. On ne classe pas primaire, secondaire et tertiaire. Pourquoi? Parce qu'on prend le primaire, tout ce qui est lié directement à l'aldostérone, et secondaire, donc tous les autres facteurs qui sont liés par exemple à la synthèse de l'angiotensinogène, à la synthèse de la rénine, à la synthèse de l'enzyme de conversion, tout ça, à tout ce qui peut varier la concentration de sodium, la concentration, la pression artérielle. Donc tout ça, donc c'est des facteurs secondaires. Et les facteurs primaires, c'est les facteurs qui sont liés directement à la synthèse de l'aldostérone. Donc, généralement, c'est les facteurs cortico-surrénaliens. Donc, on commence par les hyperaldostéronismes. Donc, l'hyperaldostéronisme, c'est la production excessive de l'aldostérone. Le diagnostic de l'hyperaldostéronisme doit être systématiquement évoqué chez qui? Un sujet qui présente une hypertension artérielle avec une hypokaliémie et sans prise médicamenteuse. Donc, d'ailleurs, on a fait ça, je crois, dans la classification des alcaloses métaboliques. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, quand il y a une HTA plus hypokaliémie, donc il faut toujours réfléchir, penser au dosage de l'aldostérone. Donc, HTA plus hypokaliémie, donc toujours penser c'est-à-dire explorer l'axe de l'aldostérone.
Donc, les hyperaldostéronismes primaires, appelés aussi le syndrome de Cohn, c'est un adénome qui sécrète beaucoup d'aldostérone. Donc, c'est un adénome au niveau de la zone glomérulée qui sécrète de l'aldostérone. Donc, soit c'est une tumeur bénigne, donc le syndrome de Cohn, en 80%, si cet adénome-là qui est une tumeur bénigne qui sécrète de l'aldostérone, mais il peut aussi, le syndrome de Cohn, il peut aussi le résultat de l'hyperplasie bilatérale des surrénales. C'est quoi la maladie qui donne l'hyperplasie bilatérale des surrénales? C'est le syndrome de Cushing. Congénital. Non. L'ACTH, la sécrétion d'ACTH. Maladie de maladie de Cushing. C'est la maladie de Cushing ou bien un carcinome. Carcinome, ça veut dire c'est une tumeur qui touche à peu près toutes les zones. C'est le même cas. D'ailleurs, on a dit pour l'hypercorté, le syndrome de Cushing périphérique, quand c'est un carcinome, il peut sécréter de l'aldostérone. Donc, tout ça, ça peut donner un hyperaldostéronisme primaire. Cliniquement, les femmes, ils sont plus touchées que l'homme. Madame, carcinome et corticosurrénalome, c'est la même chose. C'est presque, oui. D'accord. Donc, vers 30 ans à 50 ans, donc, les femmes, ils sont plus touchées, donc avec des hypertensions artérielles permanentes. D'accord. Oui. Tu peux raconter un peu. Tu es en train d'expliquer vite, mais on n'arrive même pas à savoir, même pas à lire. Ok. Non, c'est-à-dire, il faut se concentrer sur ce que je vous dis. Parce que les diapos, des fois, sont très chargés. Donc, j'essaye de lire ce qui est juste important. Ok? Je ne suis pas en train de lire toute la diapo. Madame, Madame, carcinome. Carcinome. Une tumeur qui est maligne, une tumeur maligne au niveau de la surrénale. Ok? La biologie, au niveau de la biologie, donc en cas d'hyperaldostéronisme primaire, l'ionogramme, vous avez l'ionogramme sanguin, donc il y a une hypokaliémie, c'est normal. L'anatrémie, par contre, il ne faut pas trop, c'est-à-dire se concentrer sur l'anatrémie pour interpréter un hyperaldostéronisme, parce qu'elle peut être normale ou élevée, car les mouvements de sodium, ils sont toujours suivis du mouvement de l'eau. Donc, du coup, c'est-à-dire, ils sont neutralisés. Donc, le marqueur le plus important, c'est l'hypokaliémie. Par rapport, même si le sodium, c'est le premier but de l'aldostérone, mais sur le plan exploration, c'est le potassium qui a plus de signification sur le plan interprétation de l'hyperaldostéronisme ou bien dépôt-aldostéronisme. Et au niveau de ionogramme urinaire, on retrouve aussi une kaliurèse élevée. Donc, le rapport urinaire Na sur K, il est inférieur à 1, alors que d'habitude, le Na sur K, il est supérieur à 1. Et au niveau du gaz de sang, on peut retrouver une alcalose métabolique. Oui? L'ionogramme, c'est l'examen de la première intention. C'est un examen de première intention chez nous parce qu'on n'a pas les moyens pour doser l'aldostérone et tout. Hein. Après, cette histoire de première intention, deuxième intention, il faut toujours la vérifier. Ça, je vous le dis parce que maintenant, nos médecins passent des concours un peu partout. En Algérie, c'est un examen de première intention. Mais si tu pars en France, je ne sais pas leurs recommandations. Peut-être que c'est un examen, même l'aldostérone, ça va figurer de l'examen de première intention. Donc, ça dépend les protocoles. Les protocoles, ils dépendent c'est économique des fois. Ok? D'accord, merci madame. C'est une affaire d'argent. C'est pas toujours c'est scientifique. Des fois, c'est scientifique, mais il y a des moments où les protocoles, c'est commercial, enfin, c'est économique plutôt. Le dosage hormonal, je vous ai dit, on peut doser l'aldostérone ou bien toutes les hormones qui interviennent dans la synthèse de l'aldostérone, mais évidemment, le marqueur le plus courant, c'est l'aldostérone. Et comme on peut faire aussi des tests dynamiques, comme le test de freinage à l'ANP, qui doit normalement freiner l'aldostérone, mais en cas de ces tumeurs-là, donc le freinage n'est pas possible. Les hyperaldostéronismes secondaires, ce sont des hyperaldostéronismes qui sont liés à l'augmentation de la rénine ou bien de l'angiotensine. Les causes, soit une production tumorale de la rénine,
soit une hypovolémie parce que l'hypovolémie, elle va augmenter la synthèse de la rénine, soit une hyponatrémie parce que l'hyponatrémie, elle peut augmenter la synthèse de la rénine, soit une hyperproduction d'angiotensinogènes suite à la prise d'oestrogène. Je vous ai dit la dernière fois que les oestrogènes, c'est des hormones qui augmentent la synthèse hépatique de toutes les protéines, donc y compris l'angiotensinogène. Et soit aussi l'activité natriurétique des progestatifs, donc élévation de la rénine qui stimule l'aldostérone. Donc, soit c'est des troubles de libération de l'ANP. Ce sont tous des facteurs qui influencent, c'est-à-dire si je vais les résumer, tous les facteurs qui peuvent influencer l'anatrémie, la volémie, donc c'est des facteurs de l'hyperaldostéronisme secondaire. Évidemment, il y a des tests qu'on peut, c'est-à-dire pour différencier c'est-à-dire le primaire et secondaire. Donc, vous avez évidemment l'aldostérone qui reste élevé dans les deux cas, primaire, secondaire, puisque je suis dans les épères. Après, l'activité rénine. L'activité rénine, par exemple, donc dans les épères primaires, l'activité rénine, elle est basse, parce que l'aldostérone qui augmente suite au syndrome de Cohn, il va faire un feedback négatif sur la synthèse de la rénine. Alors que dans le secondaire, la rénine, elle peut être normale ou bien élevée. Les hypoaldostéronismes. Donc, dans les hypoaldostéronismes, donc, vous avez les hypoaldostéronismes primaires et les hypoaldostéronismes secondaires aussi. Les primaires, on a fait déjà la cause principale, on l'a déjà traité avec le cortisol, c'est les insuffisances surrénaliennes. Okay, c'est la même chose que le cortisol, une insuffisance rénalienne, qu'elle soit chronique ou bien aiguë, donc elle est responsable d'un défaut de synthèse de l'aldostérone. Donc si elle est destructive, c'est-à-dire destruction de tissus surrénaliens, donc ça va affecter aussi la zone glomérulée. Mais si c'est un bloc génétique, évidemment, ça doit affecter les enzymes qui interviennent dans la synthèse de l'aldostérone, soit la 21-hydroxylase, soit la 11-bêta-hydroxylase, et très très rarement la 18, c'est-à-dire l'aldostérone synthétase. Et au niveau biologique, donc on retrouve dans les hypoaldostéronismes des hyponatrémies, des hyperkaliémies, des hypernatriuries avec des hypokaliuries, aldostérone bas, et l'activité rénine plasmatique, elle est augmentée. Dans les hypoaldostéronismes secondaires, c'est tout ce qui est lié évidemment à la rénine et à l'angiotensinogène. Donc, soit une atteinte rénale qui diminue la synthèse de la rénine, soit des insuffisances hépatiques où il y a une diminution de la synthèse de l'angiotensinogène. Pardon, ils ont fini les panels. Voilà. Pour différencier une atteinte primaire d'une atteinte secondaire, il faut pratiquer évidemment des tests de stimulation à l'angiotensine 2. Elle est malade. Quand je fais un test de stimulation à l'angiotensine 2, est-ce que je vais avoir une réponse ou pas? Non. Non, c'est négatif. Mais si le problème, c'est une insuffisance hépatique, par exemple, c'est le précurseur de la synthèse de l'angiotensinogène, par exemple, et que je stimule, je donne la molécule angiotensine 2, est-ce qu'il y aura une réponse ou pas? Oui, on va avoir une réponse. C'est pour ça le test à l'angiotensine 2, donc il peut faire la part entre le primaire et le secondaire. Madame, pour le secondaire, on n'a pas parlé de la CTH, du coup. On n'a pas parlé de la CTH ici. Les hypoaldostéronismes. Oui, pour le secondaire. Non, parce que le système rénine-angiotensine, tellement il est très important quand il y a des diminutions de la CTH, sauf si la diminution de la CTH elle est chronique et qu'elle affecte le tissu surrénalien, c'est-à-dire il y a des atrophies surrénaliennes. Donc là, les taux d'aldostérone, ils seront bas. Mais si la taille des surrénales, elle est normale, ça veut dire que ce n'est pas des ACTH très graves, c'est que la taille des surrénales reste normale. Donc le taux d'aldostérone ne sera pas vraiment affecté. OK? D'accord. Mais évidemment, ce sera dans les limites basses, c'est-à-dire c'est pas comme la normale. Donc là, c'est des cas cliniques, on
va les laisser à la fin. Madame, c'est quoi la cause de la secondaire? La secondaire, c'est soit lié à l'arénine ou bien à l'angiotensinogène, ou bien aux facteurs extra-organiques, organes, par exemple, tout ce qui va toucher la natrémie, tout ce qui va toucher la volémie. Donc, tout ça, c'est des facteurs secondaires. Madame, c'est quoi le syndrome de perte de sel? Syndrome de perte de sel, donc ça, c'est le blocage, c'est le déficit enzymatique en 21-hydroxylase et 11-bêta-hydroxylase. Donc, c'est deux déficits. Donc, il y aura un manque de synthèse, une perte de, ça dépend si le déficit il est partiel et complet. Donc, un défaut de synthèse de cortisol et d'aldostérone. Donc, pourquoi on l'appelle syndrome de perte de sel? Parce que le fait de ne pas avoir l'aldostérone au niveau rénal, qu'est-ce qui va se passer au niveau? Il y aura fuite de sodium. Le sodium, c'est le sel. Donc, il y a fuite de sel. C'est pour ça qu'on l'appelle syndrome de perte de sel. Parce que pas d'aldostérone, il y aura perte de sel, perte de sodium. D'accord. Et en troisième lieu, on a les hormones stéroïdes sexuelles. On va commencer évidemment par les androgènes. OK? L'androgène, c'est quoi l'androgène? Donc, on se dit de l'androgène, une substance hormonale qui provoque le développement des caractères sexuels mâles. Donc, ils sont synthétisés aussi bien chez l'homme et évidemment chez la femme. Donc, quand on parle des androgènes, c'est une famille qui regroupe plusieurs molécules. Le chef de file, c'est la testostérone et la déhydrotestostérone. Mais on a d'autres androgènes qui peuvent être aussi actifs. C'est le delta-4 androstendione, le DHE1, déhydroépiandrostérone, et le sulfate DHE1, c'est le sulfate de déhydroépiandrostérone. Je sais par rapport pour le delta-androstérone, c'est des mots qui sont compliqués à apprendre. Vous pouvez être satisfait de dire delta-4, les delta-4A, DHE1, sulfate DHE1. Où est-ce qu'on synthétise les androgènes? On peut les synthétiser au niveau des ovaires et testicules, mais au niveau surrénalien, on les synthétise au niveau de la couche réticulée qui est... Où est-ce qu'elle se retrouve, la couche réticulée? C'est la couche la plus interne, juste après la médullo-surrénale. Donc, les ovaires et les testicules ne synthétisent pas le sulfate DHEA. Ça veut dire que si je reviens ici, vous avez... la corticosurrénale, elle peut synthétiser essentiellement, presque tout, mais essentiellement ces trois-là, ces deux-là plutôt. Mais au niveau des ovaires et testicules, on ne peut pas retrouver ça, les sulfatés. C'est-à-dire les androgènes, ils ne sont pas sulfatés au niveau des gonades. Les voies possibles de synthèse des androgènes, on peut retrouver la voie delta 5 ou bien la voie delta 4. Et pour les voies delta 5, on peut avoir une voie delta 5 simple ou bien une voie delta 5 sulfatée. C'est la voie delta 5 sulfatée qui va mener vers quoi? D'ailleurs, donc cette voie-là, la voie delta 5 sulfatée, on la retrouve uniquement au niveau corticosurrénal. Au niveau de la corticosurrénale, voilà. Donc la voie delta 5S, donc ça commence par un cholestérol sulfaté, pregnénolone sulfaté, et on va avoir sulfate DHEA. Les deux autres voies, donc on commence à partir d'un cholestérol normal, pregnénolone normal, après soit la delta 5 qui va synthétiser le DHEA, soit la voie delta 4 qui va aller jusqu'à la testostérone. Delta 4 puis testostérone. Et ces voies-là, ça dépend des organes. Au niveau, par exemple, de la corticosurrénale, on retrouve beaucoup plus la delta 4 et la sulfate delta 5, plutôt la sulfate delta 5 et la delta 5. Au niveau des testicules et des ovaires, on peut retrouver la delta 5 et la delta 4. Madame, dans la corticosurrénale, on ne trouve pas la delta 4. On peut, mais essentiellement, c'est la sulfate delta 5 et la delta 5. À plus de 90%, c'est la delta 5 sulfatée, delta 5. Au niveau des testicules et des ovaires, on retrouve delta 5 et delta 4. Mais pas de
delta 5 sulfaté. Pourquoi on a les deux au niveau des testicules et des ovaires? Pourquoi? Parce que les testicules et les ovaires, vous avez deux types de tissus. Les testicules, je ne sais pas ce que vous avez fait l'histologie. Mazal. Oui, on a fait. Si, on a fait. Donc, vous avez fait, par exemple, au niveau des testicules, les trucs de lait, les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli. Oui, on l'a fait. Et vous avez fait au niveau des ovaires la thèque interne et la granulosa. Oui, madame. Oui, madame. Et donc, c'est pour ça qu'on a deux voies, parce que chaque couche, elle a une voie une couche, par exemple, la delta 4, au niveau des ovaires, on la trouve au niveau de la granulosa du corps jaune. La delta 5, on la trouve au niveau de la thèque interne. OK? Madame, mais la testostérone, on peut seulement la synthétiser par voie delta 4. Là? Testostérone. C'est-à-dire, quand on fait ici, c'est pas uniquement, c'est la principale, mais on peut pas, si vous avez vu le schéma général, mais la voie principale, c'est celle-là. OK? D'accord. Donc, si c'est-à-dire, on résume, donc, on peut dire que le DHEA, c'est le principal androgène surrénalien. Donc, 4 sur 5 de DHEA, il est sous forme sulfatée. Ça veut dire, si je vous pose la question, quel est l'androgène principal des surrénales? C'est le sulfate DHEA. OK? C'est le sulfate DHEA qui est l'androgène principal des surrénales, mais c'est juste aussi de dire DHEA en général. OK? Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, les androgènes surrénaliens, ils sont transformés en périphérie en testostérone. Il y a une transformation au niveau du foie et au niveau de la peau, donc pour avoir de la testostérone. Et la testostérone, elle peut même continuer sa transformation en déhydrotestostérone qui est plus active que la testostérone. La déhydrotestostérone, activée par la 5 réductase, elle est plus active que la testostérone. D'ailleurs, il y a des maladies, des pathologies génétiques où cette enzyme-là, la 5 réductase, elle est très active. Donc, du coup, elle transforme beaucoup de testostérone en déhydrotestostérone. Donc, elle est responsable d'une hyperandrogénie. Donc, voilà la transformation périphérique. Donc, il y a une transformation périphérique des androgènes, des DHEA1 et de delta 4 androstendiol vers c'est-à-dire la testostérone. Madame, quand vous parlez de ça, comme ça, c'est pour chez la femme et chez l'homme? Je parle en général parce que je suis avec les androgènes surrénaliens. Mais je vais parler des hommes et des femmes. Attends, j'arrive. Chez les hommes, d'où est-ce que ça vient les androgènes chez les hommes? Chez les hommes, donc les androgènes, donc ils proviennent des testicules et de cortex surrénalien. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que au niveau des testicules, directement, la partie majoritaire des androgènes synthétisés, presque 100% des androgènes synthétisés au niveau des testicules, c'est de la testostérone. Voilà. Alors que les androgènes synthétisés par la corticosurrénale, c'est le sulfate DHEA ou bien le DHEA, et qui vont être transformés, une partie de ces DHEA, de sulfate DHEA, sera transformée aussi en testostérone au niveau périphérique. OK? Chez la femme, c'est quoi? Chez la femme, il n'y a pas de testicules, il y a les ovaires. Est-ce que les ovaires, ils synthétisent beaucoup d'androgènes? Est-ce que les ovaires synthétisent la testostérone? Non. Elle est produite. Mais en faible quantité. Une très faible quantité. Donc, chez les femmes, donc l'androgène le plus important synthétisé au niveau des ovaires, c'est le delta 4 androstendione. Pourquoi? Parce que ce delta 4 androstendione, c'est lui qui va être après le précurseur des oestrogènes. OK? Alors, la testostérone, chez la femme, c'est vrai, il y a 15% qui est d'origine ovarienne. Mais les 85% de testostérone chez la femme, elle provient de la conversion périphérique des androgènes corticosurrénaliens en testostérone. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. Donc, chez l'homme, la principale source de la testostérone, c'est les testicules
Donc, après, c'est la conversion périphérique des androgènes vers la testostérone. Chez la femme, la principale source de la testostérone, c'est la conversion périphérique des androgènes surrénaliens en testostérone. Parce que la testostérone qui est synthétisée par les ovaires, à vrai dire, c'est un précurseur des androgènes. Plutôt des oestrogènes. Voilà, de l'ostradiol. La régulation. Et après, évidemment, c'est pour ça, par exemple, la femme après la ménopause, ça va lui rester uniquement le côté cortico-surrénalien. La régulation maintenant des androgènes. Comme vous avez vu, donc les androgènes, la synthèse des androgènes, elle fait participer plusieurs organes. Et qui dit plusieurs organes, ça veut dire possible plusieurs axes. Au niveau de la cortico-surrénale, vous avez la cortico-surrénale, elle est soumise à quel axe? La cortico-surrénale, elle est soumise à quel axe? C'est l'axe de la CRH et la CTH, ok? Oui. Vous avez au niveau des ovaires et testicules, c'est quel axe? C'est l'axe GNRH. FSH. Voilà. Donc, la régulation, elle est un peu, donc, elle dépend des deux axes. Donc, vous avez les androgènes. Donc, au niveau de l'axe CRH-ACTH, dans le sens de stimulation, il fonctionne. Ça veut dire que la CTH, elle stimule la synthèse des androgènes. Mais, le sens de négation, il marche ou bien il ne marche pas? Non. Elle ne marche pas. Il n'y aura pas dans Donc, exactement. Alors que dans l'axe GNRH-FSH, donc ça marche dans les deux sens. Stimulation et les feedbacks. Par rétro-contrôle, c'est ça. C'est pour ça, quand on a un problème au niveau de la cortico-surrénale, et qu'il y a une augmentation de la synthèse des androgènes par un cortico-surrénalome surrénalien, par exemple, ou bien un blocage enzymatique aux déviations de la synthèse vers la synthèse des androgènes. Donc, la cortico-surrénale, elle va synthétiser beaucoup d'androgènes. Ces androgènes-là, ils vont faire une rétroaction négative sur quel axe? GNRH. Donc, ils sont synthétisés au niveau de la cortico-surrénale et elles vont inhiber le FSH-LH. Et FSH-LH, ils ont des actions sur les gonades. Donc, un problème au niveau des cortico-surrénales qui induit quoi? Qui va induire un problème au niveau des ovaires. Par exemple, chez la femme, ça peut donner des stérilités, des problèmes de stérilité. Et même chez l'homme, évidemment, mais c'est plus fréquent chez la femme. OK? Madame, est-ce que vous pouvez répéter la régulation? J'ai dit pour la régulation, il y a deux axes qui influencent la concentration de l'aldostérone. Vous avez l'axe de l'ACTH surrénalien et l'axe de GNRH qui agit sur les ovaires et les testicules. OK? Donc, l'axe de l'ACTH surrénalien, c'est que quand il induit par une pathologie, c'est-à-dire de surproduction, par exemple, des androgènes, donc ces androgènes en excès, ils ne peuvent pas réaliser un feedback négatif sur la CTH-CRH, mais ils vont induire un feedback négatif sur FSH-LH, alors que FSH-LH, donc, ils agissent sur les gonades. Donc, une hyperproduction des androgènes au niveau surrénalien, ils peuvent induire des troubles au niveau des gonades. OK? Madame, donc les androgènes et l'aldostérone, les deux ne font pas un feedback négatif sur l'axe de la CTH. Non, vous avez que le cortisol qui peut induire, et les corticoïdes, bien sûr, et les corticoïdes 1. D'accord. Donc là, pour le transport, donc les androgènes seront transportés par un transporteur spécifique qui est le SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, appelé encore TEBG, Testostérone Estrogen Binding Globulin, ou SBG, Sex Binding Globulin, donc qui est une bêta-globuline
elle transporte les 17 hydroxystéroïdes, la testostérone et la 5-alpha-dihydrotestostérone. Elle peut transporter aussi l'androstendiol et les oestrogènes. Évidemment, comme toutes les hormones, elle peut être faiblement liée aussi à l'albumine. Les caractéristiques de... Madame, seulement les données qui sont liées à l'albumine. Fortement, oui, le DHA et l'androstendiol. Il ne lie pas aucun élément. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui sont un peu liés. Donc, les autres, pas vraiment. Très faiblement, c'est pour ça qu'on ne les a pas cités. Mais ceux-là, ils sont quand même transportés d'une manière considérable par l'albumine. Voilà. La SHBG, donc comme tous les transporteurs, je vous ai dit, sa concentration, elles peuvent être augmentées en cas de prise d'oestrogène, des hormones thyroïdiennes, et diminuées par les androgènes et les corticoïdes, augmentées au cours de la grossesse, c'est normal parce que le taux d'oestrogène augmente durant cette phase. Le catabolisme, c'est la même chose pour toutes les hormones stéroïdes, c'est des réductions, conjugaisons, élimination rénale. Madame, du coup, la SBG, elle ne transporte pas que les androgènes. Non. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça la nomenclature. Avant, on l'appelait TEBG, testostérone, oestrogène, binding globulin. Ça veut dire qu'elle transporte la testostérone et les oestrogènes. Après, on fait directement l'abréviation SBG. Ça veut dire sex binding globulin. Ou bien sex hormone binding globulin. Il y a les trois nomenclatures. Donc, les fonctions des androgènes, je pense que vous les avez fait en physiologie. Donc, elle est responsable. Pardon, ils ont fini les panels? Non. Qui fait? Ah, Mazal. Ah, ok, merci. Madame, on n'a pas fait les androgènes. Madame, on n'a pas fait les actions des androgènes. Mazal, je suis en train de parler avec une autre personne. Non, physio, on n'a pas fait. Ah, vous n'avez pas fait? Ah, ok. L'action des androgènes, donc les androgènes, en latin c'est homme, ça veut dire les androgènes, c'est des hormones qui sont responsables du développement des caractères masculins, comme la mue de la voix, la pousse des poils, mais sur le plan métabolique, elle a une action sur l'anabolisme, pas encore. Donc ils ont une action sur la synthèse protidique. Donc les androgènes, ils stimulent la synthèse des protéines. C'est pour ça. D'ailleurs, les androgènes, ils sont classés s'il y a parmi vous ceux qui pratiquent du sport, de l'athlétisme, c'est-à-dire les androgènes, on les appelle des substances d'eau. S'il y a quelqu'un qui pratique du sport, de l'athlétisme, des compétitions, c'est des substances dopantes. Exact, c'est des substances dopantes. Donc, sont interdites, quoi, parce que ça augmente la masse musculaire. La fonction androgénique, elle est beaucoup plus liée à la testostérone. C'est-à-dire, les récepteurs sont sensibles beaucoup plus à la testostérone. Chez le sexe, évidemment, les androgènes, on les retrouve chez le sexe masculin et féminin. Chez le sexe masculin, donc c'est la maturation des organes génitaux masculins, apparition des caractères sexuels secondaires, émergence de la libido est nécessaire à la production des spermatozoïdes et fonctionnement des organes génitaux. Chez la femme, par contre, elle favorise l'importance de la libido. C'est au niveau vous cherchez sur internet, c'est au niveau de sexe et tout. Chez la femme, elle favorise l'atrésie folliculaire. Okay? C'est-à-dire c'est la diminution du volume des follicules. Okay? C'est pour ça qu'une hyperandrogénie n'est pas bien. Elle est plus, toute perturbation est normale, mais elle affecte plus les femmes négativement, les femmes que les hommes. La régulation, ça je l'ai expliqué, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour l'exploration, donc l'exploration d'une hyperandrogénie, on demande pas uniquement le dosage des androgènes, mais d'autres marqueurs. Donc, évidemment, on demande pratiquement, qu'est-ce qu'on demande?
c'est-à-dire théoriquement, on peut demander plusieurs paramètres, mais ce qui est plus demandé, c'est la testostérone, c'est l'androstendione, c'est le delta 4, c'est l'androstendione, le sulfate DHEA et le 17-hydroxyprogestérone. Pourquoi on les demande? La testostérone, c'est normal, c'est le marqueur principal des muscularité, des androgènes. C'est lui qui est le chef de file des androgènes. C'est normal que en premier lieu, je vais demander la testostérone. L'androstendione, delta 4, pourquoi? Parce que le delta 4, c'est le principal androgène ovarien. D'origine ovarienne. Donc, quand je veux rechercher une origine ovarienne, je m'intéresse à demander l'androstendione. Par exemple, ce marqueur, je ne vais pas le demander chez les hommes, je vais le demander chez les femmes. OK? Et vous avez le sulfate DHEA. C'est le marqueur surrénalien. Si je veux savoir ce que l'origine de l'hyperandrogynie est surrénalien, donc je vais demander le sulfate DHEA. Et en dernier lieu, la 17-hydroxyprogestérone n'est pas un androgène. C'est juste un précurseur qui témoigne de quoi? Celui-là, un blocage enzymatique. Et blocage enzymatique, ok? Madame, les catabolites, il n'y a pas. Non, pour les androgènes, on n'utilise pas trop les catabolites. Les catabolites, on les a utilisés avant pour le cortisol, mais plus maintenant. On reste à les demander un peu pour l'aldostérone. Mais pour les androgènes, non. Les androgènes, tellement ils sont très lipophiles, donc ils sont très transportés, leur concentration elle est quand même importante au niveau sanguin. Madame, le D4, on ne le trouve pas chez l'homme. Delta 4, D4. Il faut arrêter de dire on ne le trouve pas tout. C'est des pourcentages. Parce que c'est des voies, vous avez vu les voies, on peut passer par toutes les voies. Mais on ne le trouve pas un tout significatif. Mais il est synthétisé dans l'ovaire. Il peut être synthétisé dans l'ovaire et dans la corticosurrénale. Si le passage, ça passe par la voie concernée. Donc, les tests dynamiques, qui explorent les androgènes, ils sont presque, on verra après quand on fera les hormones féminines, c'est presque la même chose. Donc, vous avez le test à la LHRH. LHRH, c'est l'analogue de la GNRH. C'est comme si je donne à la personne de la GNRH. Si je donne de la GNRH, je vais induire quoi? La sécrétion de la FSH et la LH. Voilà, et je suis voilà, donc ce test de la LHRH, généralement, quand on cherche les origines centrales, pour voir ce que l'hypophyse travaille bien. Quand je suspecte un problème hypophysaire, donc quand je ne stimule pas la LHRH, c'est l'hypophyse, elle travaille normal, donc elle est censée sécréter de la LH et de la FSH. Mais si elle est malade, donc les taux de LH et FSH ils vont être diminués. Donc, par exemple, c'est le cas des hypogonadismes hypogonadotrophes. Ça veut dire l'hypophyse, elle synthétise peu ou pas de la FSH et LH. Le test au clomide, ou bien citrate de clomiphène, le clomide, il inhibe le rétrocontrôle hypothalamique. Ça veut dire, normalement, les androgènes, il faut un rétrocontrôle négatif. Quand il y a de la testostérone périphérique, elle induit une inhibition de la synthèse de GNRH. Qu'est-ce qu'elle fait, ce citrate de clomiphène? Il inhibe. Ça veut dire que l'hypothalamus ne va pas entendre la concentration de testostérone. Il va toujours être actif. Il va induire la sécrétion de LH et FSH. La même chose, s'il y a un hypogonadisme hypogonadotrophe, donc l'hypophyse ne peut pas répondre à ce test-là. Vous avez fini Voilà, tout de suite. Le test à l'ACG, donc l'ACG, c'est comme la LH. Hein? Je termine la phrase. Attends, tu m'attends 2 minutes. Le test à la LH, donc c'est pour SCG, c'est comme la LH, donc il va stimuler les testostérones pour la synthèse le testicule pour la synthèse de la testostérone.
Donc, si la testicule sont malades, donc là, ils ne vont pas répondre à ce test. Désolée, donc là, on m'appelle, je suis obligée d'arrêter. On va reprendre, c'est quelle heure maintenant? 1h, à 14h30. On va reprendre 1 heure après. D'accord? Bonjour. Vous m'entendez? On va reprendre. Les cas cliniques. Anam? On fera quoi? Les cas cliniques. Non, on continue les androgènes, les oestrogènes. On revient aux cas cliniques. Si on aura le temps, sinon les cas cliniques, c'est pour dimanche. OK? On va voir. On va rajouter juste 1 heure. On ne va pas rajouter beaucoup après. Hein. Madame, on garde le même lien. Le même lien. Hein. D'accord. Donc, oui. OK, donc on continue. Donc, j'ai dit, pour l'exploration des androgènes, vous avez les tests statiques et les tests dynamiques. Donc, les tests dynamiques, vous avez les tests à la LHRH, de la GNRH, test de citradoclomifène qui inhibe le rétrocontrôle hypothalamique et le test de ACG qui stimule directement les testicules où normalement le taux de testostérone est élevé. Donc, en cas d'anomalie histologique des testicules, de cryptochidie par exemple, donc le taux de testostérone ne va pas être, c'est-à-dire la testostérone ne va pas être synthétisée. Donc, pour les pathologies, donc la contribution des androgènes surrénaliens peut être non négligeable dans certaines pathologies. Leurs effets virilisants sont en général sont peu visibles chez l'homme, mais où la testostérone testiculaire prédomine largement. Les effets des androgènes surrénaliens, ils ont une importance chez la femme adulte ou bien chez le jeune homme, ok? Parce que s'il y a chez le jeune homme un enfant avant la puberté, c'est la cortico-surrénale, elle synthétise beaucoup d'androgènes. Donc, on peut observer une puberté précoce, par exemple. Et chez la femme aussi, quel que soit jeune ou adulte, donc la synthèse importante d'androgènes surrénaliens peut, c'est-à-dire freiner les hormones hypophysaires, évidemment, et la synthèse des hormones ovariennes, ce qui peut induire l'infertilité. Madame. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter les pathologies? J'ai pas compris. Les pathologies. J'ai dit que pour les androgènes, une minute. Pour les androgènes surrénaliens, donc leurs variations, les pathologies qui sont liées aux androgènes surrénaliens. Donc, elles sont beaucoup plus importantes. Chez l'homme adulte, on ne voit pas trop les signes. Parce que la synthèse des androgènes surrénaliens chez l'homme, elle est beaucoup plus testiculaire. Juste une minute, parce qu'il y a un petit bruit ici. Donc, c'est beaucoup plus testiculaire. Mais chez le jeune homme, c'est-à-dire un enfant, par exemple, avant la puberté, si les corticosurrénales synthétisent beaucoup d'androgènes, on peut observer une puberté précoce. S'il vous plaît. Désolée de vous déranger. Et chez la femme aussi, quel que soit son âge, évidemment jeune ou adulte, donc la synthèse corticosurrénalienne des androgènes peut freiner l'axe de GNRH et perturber le fonctionnement des ovaires. Donc, pour les hypoandrogénies, donc les hyposécrétions des androgènes, attendez une minute et je reprends. Hein. Juste 5 minutes et on reprend, ok? Je vais bloquer le... Ok. 5 minutes, juste que ça va se calmer.
S'il vous plaît, qui peut résumer ce qu'elle a dit? Non, on va demander d'Aoui.
Donc, je reprends. Donc, pour les hypoandrogénies, vous êtes là? Oui. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez refaire le dernier point dans les pathologies. Ah, ok. Donc, ça, c'est pour les pathologies qui sont liées aux androgènes. Je vous ai dit, donc, pour les effets des perturbations des androgènes, elles sont beaucoup plus visibles chez le jeune homme avant la puberté et chez la femme. Ok? Pourquoi? Parce que chez l'homme adulte, c'est la testostérone testiculaire qui prédomine largement. Donc, l'effet des androgènes surrénaliens, leur perturbation n'affecte pas trop le fonctionnement androgénique en général chez l'homme adulte. Mais ça touche, c'est-à-dire visiblement, le jeune homme, surtout avant la puberté, parce que avant la puberté, les testicules ne sont pas encore fonctionnels, et c'est les androgènes surrénaliens qui jouent le rôle important. La même chose chez la femme, quel que soit son âge, c'est toujours les androgènes surrénaliens qui c'est-à-dire en cas de perturbation, élévation chez la femme, en cas d'élévation, d'augmentation des androgènes surrénaliens, ça va affecter l'axe de GnRH, inhiber l'axe de GnRH et évidemment diminuer le fonctionnement des ovaires. Pour les hypoandrogénémies, donc les hyposécrétions des androgènes, donc les hypoandrogénémies chez le sexe féminin ne sont pas vraiment qui est la même chose, très visible cliniquement, mais chez le sexe masculin, les signes sont très visibles dès l'enfance. D'ailleurs, il y a toute une classification qui peut se faire comme la classification de Tanner pour identifier le stade, le degré d'hypoandrogénie chez l'enfant. Les causes d'hypoandrogénie chez l'enfant, chez le sexe masculin en général, donc soit c'est des causes centrales et périphériques. On parle d'ailleurs d'hypogonadisme hypergonadotrope. Hypergonadotrope, ça veut dire hypogonadisme, ça veut dire les androgènes ne sont bas, testostérone représenté par la testostérone, donc ils sont basses, et les gonadotrophines FSH-LH élevées. C'est pour ça qu'on parle d'hypergonadotrope. Il y a plusieurs. Donc, quand est-ce qu'on a ce problème? C'est quand c'est un problème périphérique. Ça veut dire que les testicules ne synthétisent pas beaucoup de testostérone et par un feedback positif, ça va stimuler la synthèse de la FSH et de la LH. OK? Et pour les hypogonadismes hypogonadotrophes, dans ce cas-là, la cause, elle est centrale. Donc, c'est au niveau de l'hypophyse qu'il y a un problème de synthèse de FSH et LH, donc baisse de FSH, baisse de LH et par conséquence, baisse de la testostérone. Les hyperandrogénies, donc j'ai dit que cliniquement, ils sont très visibles chez le garçon, qui sont responsables d'une pseudo-puberté précoce, ou bien d'une puberté précoce vraie, ou bien d'une testotoxicose. C'est quoi la différence entre les trois pathologies? Vous avez la pseudo-puberté précoce où la FSH elle est basse, la LH elle est basse, la testostérone elle est basse. Ça veut dire que c'est les testicules qui sont malades. Il y a une hyperplasie, plutôt la testostérone elle est basse alors qu'on a des signes d'hyperandrogénie. Ça veut dire que l'origine des androgènes, c'est pas les testicules, c'est la cortico-surrénale. C'est le cas par exemple des hyperplasies congénitales des surrénales. On a vu ça, le blocage enzymatique, par exemple, au niveau de la 21 hydroxylase ou bien de la 17 hydroxylase, il va induire une baisse de cortisol, une baisse d'aldostérone. Et en même temps, parce que j'ai après, il y a c'est-à-dire un schéma on va revoir ça. Et après, le blocage enzymatique, les précurseurs, ils vont être c'est-à-dire destinés à la synthèse des androgènes. Donc, c'est ce qu'on appelle... Oui. Pourquoi le FSH et le LH seront bas? Parce que les androgènes, ils vont faire les androgènes cortico-surrénaliens, ils vont un feedback négatif sur FSH et LH. Il y a même ça qui peut effectuer le feedback. Okay? C'est la CTH qui va augmenter ici. Anna? C'est la CTH qui va augmenter.
Dans l'hyperplasie congénitale, oui, des surrénales. C'est la même qu'on a vu avec le cortisol, avec avec Ousmane. C'est pour ça il y a ce mot est hyperplasie des surrénales. C'est à cause de l'ACTH élevé. Et vous avez la puberté, Anna. Madame, pourquoi la testostérone est basse? Parce que les androgènes corticosurrénaliens, même s'ils sont transformés en testostérone au niveau périphérique, c'est pas assez suffisant. C'est pas comme la testostérone des testicules, ok? D'accord. Parce que les testicules avant la puberté ne sont pas encore bien mûrs. Ok? Docteur. Oui. Je vous ai dit, vous gardez les questions pour dimanche. Je ne suis pas dans un lieu où je peux m'étaler dans le cours. Non, c'est une petite question. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on parle de l'FSH et de la lâche alors que l'aldostérone est synthétisée par les surrénales. Aldostérone, on ne parle pas, il n'y a que d'aldostérone. Ah non, les androgènes, je veux dire. Et les androgènes surrénaliens. En cas d'hyperplasie congénitale de surrénale. Il y a un blocage. Attends, je vais voir ce qu'il y a le schéma juste après. Voilà, il est là. En cas d'un blocage, ici, par exemple, on a la 21. Voilà, 21 hydroxylase. Par exemple. Pas de truc, pas d'aldostérone, pas de cortisol. ACTH élevé. Et l'ACTH, elle va toujours stimuler la première réaction. Donc, il y aura c'est-à-dire recrutement de synthèse des précurseurs des stéroïdes. Le problème, on ne peut pas passer de l'autre côté parce qu'il y a ce blocage-là. Qu'est-ce qui se passe? Ces précurseurs-là, augmentés, ils vont être déviés vers la synthèse des androgènes, soit des androgènes périphériques, soit de la testostérone. S'il y a un organe qui peut synthétiser la testostérone, il y aura quand même une synthèse de la testostérone, mais je sais pas, le jeune enfant, c'est-à-dire ils vont rester à stade DHEA, c'est les androgènes. Ces androgènes-là, ou bien cette testostérone, donc elles vont effectuer un effet, un feedback négatif sur le GnRH et sur FSH-LH. C'est pour ça qu'on a le FSH-LH base. Donc, pour la puberté précoce vraie, donc dans ce cas-là, le problème, c'est au niveau, c'est-à-dire central, donc au niveau hypothalamique ou bien hypophysaire, généralement c'est hypothalamique, où le taux de FSH et LH est élevé et la testostérone est élevée. Ça veut dire que c'est au niveau central qu'il y a synthèse accrue des gonadotrophines et ces gonadotrophines, elles vont stimuler, donc elles vont participer à la maturation rapide des testicules. Donc l'enfant, le garçon, il va avoir sa puberté très précocement. Et vous avez les testotoxicoses. Les testotoxicoses, ça veut dire que le taux de FSH est bas, LH bas, testostérone élevé. C'est quoi? C'est que il y a une anomalie des protéines G au niveau des membranes des cellules de Leydig où la testostérone, c'est-à-dire elle agit plus qu'il le faut. Elle est très active. OK? Madame, j'ai une question. Oui, je vous ai dit les questions, vous ne comprenez pas. Vous laissez les questions pour dimanche. Je ne suis pas dans un lieu où je dois arrêter dans une demi-heure. C'est la dernière question que c'est-à-dire à laquelle je réponds. Hein. Oui. Madame, vous avez mentionné que les pathologies d'origine surrénalienne sont négligeables chez l'homme et non négligeables chez le jeune homme et la femme. C'est bien ça. C'est bien ça. Et en ce qui concerne les pathologies d'origine testiculaire? Testiculaire, c'est sûr, c'est pour chez l'homme, bien sûr, et chez l'enfant, ça va avoir quel que soit le sexe, l'essentiel sexe masculin, quel que soit l'âge. Logiquement, ils seront non négligeables chez l'homme aussi. Eh bien sûr, hein, c'est sûr. D'accord. L'hyperandrogynie chez la femme aussi, c'est un problème. L'hyperandrogynie, donc c'est un problème chez le garçon et chez la femme. Chez la femme, je l'ai expliqué 1000 fois. Donc ces androgènes-là, ils vont inhiber la GnRH et la GnRH, elle va inhiber la sécrétion de FSH et LH. Donc le fonctionnement des ovaires, il sera, c'est-à-dire altéré. Donc,
Et l'hyperandrogénie chez la femme, c'est pas uniquement d'origine cortico-surrénalienne. Donc, chez la femme, l'hyperandrogénie, c'est vrai, on peut l'avoir d'origine cortico-surrénalienne, par exemple en cas d'hyperplasie congénitale des surrénales, en cas d'une tumeur surrénalienne, par exemple sécrétant beaucoup d'androgènes, mais on peut l'avoir aussi d'origine ovarienne. Par exemple, en cas de syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, c'est-à-dire c'est que les follicules, normalement, ils sont recrutés, après il y a un seul follicule qui se mature et qui aboutit à l'ovulation. Dans le cas des ovules, du syndrome des ovaires polykystiques, donc il y a recrutement de beaucoup de follicules et qui n'arrivent pas tous à la maturité. Donc après qui forment après des kystes et chez ce syndrome-là, on trouve généralement le taux de LH qui est élevé et le taux de LH la LH elle stimule au niveau ovarien la synthèse des androgènes. Donc c'est pour ça on va avoir un taux d'ovaire plutôt d'androgènes élevé. Et vous avez la tumeur virilisante de l'ovaire. Ça veut dire que les ovaires, au lieu qu'elles synthétisent des oestrogènes, elles s'arrêtent au stade d'ovaire, au stade plutôt d'androgène, donc par plusieurs anomalies. Donc ça s'appelle les tumeurs virilisantes de l'ovaire. Voilà, l'hyperplasie congénitale, je l'ai expliqué. C'est là plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois. Donc, d'ailleurs, elle est responsable de ce qu'on appelle, d'ailleurs, l'hyperandrogénie chez la femme. C'est parmi les maladies à dépistage néonatal. Ok, c'est parmi les 5 pathologies à dépistage néonatal. Les 5 pathologies. Est-ce que vous connaissez les 5 pathologies qu'on doit dépister, enfin en France, hein, c'est-à-dire qu'elles sont déclarées en France comme maladies à dépistage néonatal. Vous avez la mucoviscidose, vous avez la drépanocytose, vous avez cette hyperandrogénie, vous avez aussi, enfin je sais pas, l'hypothyroïdie, non? La PCU, le PSH. Oui, l'hypothyroïdie congénitale. Donc vous avez l'hypothyroïdie, la phénylcétonurie, la mucoviscidose, l'hyperandrogénie et chaque fois j'oublie une. Je l'ai citée en drépanocytose. La tuberculose. C'est pas la mucoviscidose, c'est pas la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, c'est pas une maladie métabolique, ok? Donc après ces 5 pathologies-là, donc pourquoi c'est des maladies à dépistage néonatal? Car si on agit juste après la naissance, c'est des pathologies qui présentent un traitement. Si on intervient juste après, on fait un diagnostic rapide, donc les lésions elles sont réversibles. Mais si on ne fait pas un diagnostic rapide, donc les lésions deviennent irréversibles. C'est le cas des hyperandrogénies. Donc là, si on dépiste juste après la naissance, donc une supplémentation par des hormones féminines peut, c'est-à-dire avoir des conséquences positives sur le développement après de l'enfant. Sinon, c'est-à-dire si le diagnostic est négligé, donc c'est à l'origine ce qu'on appelle d'ambiguïté sexuelle chez le sexe XX. À la naissance, donc le déficit pour l'hyperandrogénie congénitale, donc vous avez les 3 déficits les plus fréquents, c'est le déficit en 21 hydroxylase, en 11 bêta-hydroxylase, en 3 bêta-hydroxydéshydrogénase. Évidemment, il faut savoir que ces déficits, ils peuvent être partiels comme ils peuvent être complets. Si le déficit il est complet, donc les conséquences, ils vont se voir dès la naissance. Mais si le déficit est partiel, donc les conséquences, elles peuvent se voir à l'âge de puberté, voire même à l'âge adulte avec des problèmes de stérilité. Évidemment, ce problème d'hyperandrogénie congénitale, donc il est accompagné par un déficit en cortisol, un déficit en aldostérone et un excès en androgène. Ça, c'est des détails. Est-ce que vous ne voulez pas des détails? Oui, je vais chercher. Attends, je vais partir dans le bureau. Parce qu'elles étaient là tout à l'heure, c'est pour ça que je suis déplacée.
Ça, c'est des détails. C'est quelle heure maintenant? C'est 15 heures. Donc, pour les hormones stéroïdes féminines et les hormones de grossesse, on les fera, Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah. Dimanche, on fera les hormones, parce qu'il reste une petite partie avec les hormones de grossesse et l'axe de l'ADH et de l'AGH. Et jeudi d'après, on fera les catécholamines et les cas cliniques et on finit. Madame, pour les étapes que vous avez mentionnées pour la synthèse des stéroïdes, on doit les apprendre. Non, c'est pas les étapes. Il faut apprendre ces enzymes là, la 21, la D7, là où il y a les blocages qui sont responsables des pathologies. C'est pour ça donc. Madame, c'est quoi l'hirsutisme idiopathique? L'hirsutisme, c'est une pilosité idiopathique, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la cause. Parce que normalement, l'hirsutisme est un signe d'hyperandrogénie, parce que ce sont les androgènes qui sont responsables c'est-à-dire de développement de la pilosité. Donc, quand il y a une pilosité anormale, on incrimine toujours les androgènes. Mais quand on fait l'exploration des androgènes et qu'on trouve tout est normal, alors que la personne a un hirsutisme, on dit que c'est idiopathique. Voilà. D'accord, merci madame. Ok, dimanche, Inch'Allah, vous me contactez, c'est-à-dire, je peux commencer à n'importe quelle heure, à partir de 10 h, Inch'Allah. Donc, quand vous avez cours, vous m'avez dit, vous avez cours la matinée, donc l'après-midi, à 14 h, à 1 h. On se dit à 1 h, après on verra, ok? À dimanche. Madame? Ce que je viens d'expliquer. Parce qu'il est un peu long. Non, c'est pas long. C'est juste que je répète les informations à chaque fois. C'est pas très long. Après, à la dernière séance, on fera un résumé des points les plus essentiels. Ok? Jeudi prochain, Inch'Allah, on fera un résumé des points les plus essentiels. Et je vais essayer de vous limiter les parties les plus importantes. Merci. Anna? On peut avancer la séance de jeudi. On peut modifier. Avancer la séance. Au lieu de la faire jeudi, est-ce que vous avez un autre créneau à me proposer? Mardi. Mardi, non. Mardi, on a GNCP. C'est pas possible. Si vous voulez... Dimanche. Je ne pense pas. Lundi, je travaille à l'hôpital. Mardi, le créneau il est chargé. Mercredi, je suis d'astreinte à l'hôpital. Donc, il me reste que jeudi. Vous avez l'examen jeudi d'après. Vous aurez après toute une semaine. En plus, je vais essayer. Mercredi. Mercredi. Oui, l'examen, c'est mercredi. Mercredi d'après. Mais mercredi. On verra. Dimanche, Inch'Allah, on verra. On va voir. Peut-être le programme. D'accord. À quelle heure dimanche? Anna? Dimanche. Quand vous voulez. Dimanche, quand vous voulez. Si on arrive à finir dimanche, je vous libère à jeudi. Hein? Le matin ou bien l'après-midi? Quand vous voulez. Moi, le dimanche, je suis libre à partir de 10 h. Madame. On fera ça à 11 h. Si vous voulez, on fera ça à 11 h. Oui. La séance 11 h, je vous libère jeudi. En plus, il ne reste pas beaucoup. Hein. Il ne reste pas beaucoup. C'est des petits... De préférence le matin en tout cas. Hein. Ok, d'accord. Vous me contactez. Moi, je suis libre. Je vous dis à partir de 10 h, vous me contactez. Vous m'appelez. Comme ça, je vais partir à la fac. Je n'irai pas à l'hôpital. Voilà. D'accord. Ok, merci. À dimanche, Inch'Allah. Merci. Merci, madame. Bonne soirée.